Alors, dans cette capsule vidéo, nous allons parler du produit vectoriel et de ses applications. Donc, le produit vectoriel est un produit de vecteur utilisé dans l'espace euclidien, donc dans R3, c'est-à-dire les vecteurs à trois composantes, dans lequel on cherche à obtenir un vecteur qui serait perpendiculaire à deux vecteurs de R3. Par exemple, si vous voyez sur le dessin ici les vecteurs A et B, si ces vecteurs-là sont sur votre table, ben un troisième vecteur qui serait perpendiculaire à A et B, c'est le vecteur qu'on a appelé A fois B, qui lui va vers le plafond. On pourrait en avoir un autre aussi qui irait vers le plancher. Et ce vecteur-là est perpendiculaire aux deux vecteurs à A et à B. Alors, on va définir le produit vectoriel de la façon suivante. Donc, on a deux vecteurs, le vecteur A et le vecteur B, qui sont deux vecteurs de R3. Alors, le produit vectoriel est obtenu en effectuant le déterminant de la matrice qui contient sur la première ligne les vecteurs canoniques, c'est-à-dire I, J et K, et sur la deuxième ligne, les composantes du vecteur A, et sur la troisième ligne, les composantes du vecteur B. Alors, c'est ça qui va nous donner donc les composantes du vecteur qui est perpendiculaire à A et à B. Dans la notation, le symbole, la croix, si vous voulez, est le symbole qui désigne le produit vectoriel. On avait vu que le point désignait le produit scalaire. Ben, le produit vectoriel va être représenté par une croix. C'est pas la même chose, les deux. Et ce déterminant-là se calcule aisément à l'aide de la règle de Sarus qu'on a vue précédemment quand on a fait les déterminants. Et le résultat du produit vectoriel est un vecteur. Contrairement au produit scalaire où le résultat était un scalaire, ben, le résultat du produit vectoriel, c'est un vecteur. Alors, on va voir un exemple de calcul du produit vectoriel. On vous demande d'évaluer justement A fois B. Si le vecteur A, c'est le vecteur 1, moins 2, 3, et le vecteur B, moins 1, moins 1, 4. Alors, pour calculer le produit vectoriel A par B, ben on va calculer le déterminant que vous voyez actuellement à l'écran. Et on va utiliser pour faire ça la règle de Sarus. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas de la règle de Sarus, je vous rappelle c'est quoi? On ajoute les deux premières colonnes du vecteur, pas du vecteur, mais du déterminant après le déterminant. Et on va effectuer des produits de diagonales. Les trois premières diagonales, on va les additionner. Et les trois suivantes, on va les soustraire. Alors, on va faire I fois moins 2 fois 4 qui donne moins 8i, plus J fois 3 fois moins 1 qui donne moins 3J, plus K fois 1 fois moins 1 qui donne moins K, moins 1 fois moins 2 fois K qui fait moins 2K, moins 1 fois 3 fois I qui fait plus 3I, moins 4 fois I fois J qui fait moins 4J. Et quand on réunit les I, les J et les K ensemble, ça nous donne moins 5I, moins 7J, moins 3K, ou si vous préférez, moins 5, moins 7, moins 3. Alors ce vecteur-là, moins 5, moins 7, moins 3, est perpendiculaire au vecteur A et au vecteur B. On nous demande justement de le vérifier dans la deuxième partie de l'exemple, donc vérifier que le vecteur obtenu en A est perpendiculaire à A et à B. Et on a vu une façon de faire dans le produit scalaire. On a juste à faire le produit scalaire des deux vecteurs. Et si le produit scalaire nous donne 0, ben c'est effectivement perpendiculaire. Alors, essayons-le pour le premier vecteur. Si on fait 1, moins 2, 3, produit scalaire, moins 5, moins 7, moins 3, ben, ça donne effectivement 0. Alors, on peut voir que A est perpendiculaire au produit vectoriel. Et vérifions pour B. Ben, encore une fois, il faut que le produit scalaire donne 0. Alors, si on fait moins 1, moins 1, 4, fois le produit vectoriel, ben, ça nous donne encore une fois 0. Alors, ça veut dire que le vecteur B est aussi perpendiculaire à A fois B. Donc, on a atteint l'objectif qui était de trouver un troisième vecteur qui est perpendiculaire à la fois à A et à la fois à B. Troisième question, on vous demande d'évaluer B fois A. Ben, si on fait le produit B fois A, encore une fois, on va prendre la règle de Sarus. Donc, on ajoute les deux colonnes. On additionne le produit des trois premières diagonales. On soustrait le produit des trois diagonales suivantes. Alors, ça nous donne 5i plus 7j plus 3k. Donc, ça donne le vecteur 5, 7, 3. Ce qu'on peut remarquer, c'est que
5, 7, 3, ben c'est l'opposé de moins 5, moins 7, moins 3. Alors, B fois A va être l'opposé de A fois B. On va dire que le produit vectoriel, il est anticommutatif. C'est-à-dire, ça donne pas la même chose, mais ça donne le même vecteur, mais l'opposé de ce même vecteur-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est anticommutatif. Et cette situation-là, elle était prévisible parce que rappelez-vous les propriétés des déterminants. On avait vu que dans un déterminant, si on permute deux lignes ou deux colonnes, ben, le déterminant change de signe. Alors, si on a changé la place du vecteur B et du vecteur A, c'est ce qu'on a fait. On a permuté la ligne 2 du déterminant avec la ligne 3. Et ça, le seul impact que ça a, ben, ça fait changer le déterminant de signe. Maintenant, on pourrait être intéressé de savoir, quand on a deux vecteurs et qu'on effectue le produit vectoriel, vers où va aller ce troisième vecteur-là. Par exemple, si vos vecteurs sont sur le plancher, est-ce qu'ils vont se diriger, est-ce que le troisième vecteur va se diriger vers le plafond ou est-ce qu'il va se diriger vers le sous-sol? Pour le savoir, il y a deux façons de procéder. Il y a la règle de la main droite ou encore la règle de la vis. Alors, comment faire pour déterminer vers où va se diriger le troisième vecteur qu'on a, qui est perpendiculaire à A et à B? Il y a deux façons de faire qui peuvent nous permettre de trouver vers où va aller ce troisième vecteur-là. C'est la règle de la main droite ou encore la règle de la vis. La règle de la main droite, elle fonctionne de la façon suivante. Dans l'exemple de gauche, celui où on veut faire A fois B, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on place nos doigts notre main droite, en fait, sur le vecteur A. Et là, il faut aller rejoindre le vecteur B en balayant les doigts. Alors, si on veut aller rejoindre le vecteur B, ce serait assez difficile de le faire de la façon suivante. Ce serait même physiquement impossible. Alors que si on place notre main droite sur le vecteur A, ben, ce serait facile d'aller rejoindre le vecteur B de cette façon-là. Alors, si on va rejoindre le vecteur B de cette façon-là, notre pouce pointe vers où? Notre pouce pointe vers le plafond. Alors que si on veut faire B fois A, ben là, on placerait notre main droite sur le vecteur B et ce serait assez difficile d'aller rejoindre le vecteur A de cette façon-là. Par contre, si on place notre main droite sur B, ce serait facile d'aller rejoindre le vecteur A comme ça, mais à ce moment-là, notre pouce pointe vers le plancher. Alors, c'est comme ça qu'on peut trouver le sens de ce troisième vecteur-là. Même chose pour la règle de la vis. La règle de la vis, imaginez qu'à l'intersection, à l'origine en fait des vecteurs A et B, on place une vis. Si on visse, vu qu'on fait A fois B, on va visser en partant de A et en allant vers B, ben, qu'est-ce qui va arriver avec notre vis? Notre vis, on va dévisser dans le fond, donc notre vis va monter vers le plafond. Alors le vecteur C va aller vers le plafond aussi. Alors que si on fait la même chose ici, puis qu'on effectue B fois A, ben là, notre tournevis va tourner en partant de B puis en allant vers A. Alors là, à ce moment-là, notre vis va rentrer dans le plancher. Et à ce moment-là, le vecteur C, donc le vecteur moins C, en fait, va aller vers le bas. C'est bien beau d'expliquer ça avec des mots. C'est pas vraiment évident d'expliquer une règle comme la règle de la main droite avec des mots. C'est pour ça que j'ai fait une capsule vidéo que vous allez retrouver sur YouTube avec le code QR qui est à l'écran ou encore avec le lien web que vous avez en haut et qui va vous montrer comment fonctionne la règle de la main droite. Alors, je vous laisse quelques secondes pour scanner le code QR et je vous suggère de faire pause et d'aller visionner la capsule vidéo sur la règle de la main droite. Vous avez aussi le code QR dans vos notes de cours. Même chose pour la règle de la vis. J'ai aussi fait une capsule vidéo sur la règle de la vis. Alors, encore une fois, vous pouvez faire pause, scanner le code QR, aller voir la vidéo sur la règle de la vis et revenir pour la suite des explications. Alors, on va parler maintenant des propriétés du produit vectoriel. La première, on en a déjà parlé. On avait dit que si on faisait A fois B, c'était la même chose que moins B fois A. Et on a appelé ça l'anticommutativité. Deuxième chose,
si on fait le produit vectoriel de A avec une somme de vecteurs, donc A par B plus C, ben, ce sera la même chose que de faire A fois B plus A fois C. On appelle ça la distributivité. Troisième propriété, si on a A plus B fois C, ce sera la même chose que de faire A fois C plus B fois C. On appelle ça également la distributivité. Quatrième propriété, si on a le produit d'un scalaire par A par le produit d'un scalaire par B, donc KA fois NB, ben on a juste à mettre les scalaires en avant, à les multiplier ensemble, donc de faire K fois M, et de multiplier les vecteurs ensemble, donc de faire A fois B. On appelle ça l'associativité. Mais attention, hein, vous ne devez pas changer l'ordre de A et B quand vous faites ça, parce que, rappelez-vous, comme le produit vectoriel est anticommutatif, si vous changez l'ordre, ben vous allez changer le signe et on ne veut pas changer le signe. Et cinquième, ben, ce n'est pas une propriété comme telle, mais c'est plus une remarque. Si on multiplie le vecteur A par lui-même, en produit vectoriel, bien sûr, ça va donner le vecteur 0. Et ça, c'est assez prévisible comme résultat, car rappelez-vous que dans un déterminant, s'il y a deux lignes identiques, ben, le déterminant donne 0. Alors, il faut s'attendre à ça si on a effectivement deux vecteurs qui sont identiques dans le produit vectoriel. Alors, allons-y d'un exemple où on nous demande de multiplier le vecteur A par le vecteur B que vous avez à l'écran. Alors, on va le faire avec notre déterminant et en appliquant la règle de Sarus, donc toujours nos trois diagonales qu'on additionne et nos trois diagonales que l'on soustrait. Et ça nous donne, tiens, surprise, le vecteur 0. C'était assez prévisible, hein, parce que si vous regardez le vecteur A et le vecteur B, vous allez constater que le vecteur B est égal à 2 fois le vecteur A. Et dans un déterminant, quand on a une ligne qui est un multiple d'une autre ligne, ben, ça veut dire que le déterminant va être égal à 0. De ça, on va pouvoir déduire aussi que si A est parallèle à B, ce qui veut aussi dire que B est égal à K fois A, ben à ce moment-là, le produit vectoriel va donner le vecteur nul, donc va être égal au vecteur 0. Alors ça sera un critère quand on voudra établir si des vecteurs sont parallèles. On aura juste à effectuer le produit vectoriel et si ça nous donne le vecteur 0, ben à ce moment-là, on pourra déduire qu'ils sont parallèles. Alors, allons-y d'un exemple où on vous donne deux vecteurs et on vous demande d'évaluer donc la norme du vecteur A par P et de trouver un vecteur de module 6 qui est perpendiculaire à la fois à A et à B. Alors, je vous suggère d'appuyer sur pause, de l'essayer par vous-même et de nous revenir quand vous serez prêt. Alors, allons-y avec le produit vectoriel de A par B. Alors, si on fait le produit vectoriel, encore une fois avec la règle de Sarus, alors si on fait le produit, on va avoir donc moins 8i, moins 3j, moins k, moins 2k, plus 3i, moins 4j, ce qui va nous donner le vecteur moins 5, moins 7, moins 3. Et si on trouve la longueur de ce vecteur-là, ben, on va l'obtenir en faisant la racine carrée de moins 5 au carré, plus moins 7 au carré, plus moins 3 au carré. Ça nous donne racine de 83. Alors, à partir de là, on nous demande de trouver un vecteur de module 6 ou de longueur 6 qui est perpendiculaire à la fois à A et à B. Alors, en effectuant le produit vectoriel, on a effectivement trouvé que le vecteur qui était perpendiculaire à la fois à A et à B, c'était le vecteur moins 5, moins 7, moins 3. On peut trouver maintenant un vecteur unitaire perpendiculaire à la fois à A et à B en multipliant par 1 sur la norme de A fois B fois le vecteur A fois B. Mais surtout, si on veut un vecteur de longueur 6, on va effectuer 6 sur la norme de A fois B multiplié par le vecteur A fois B. Et là, on va obtenir un vecteur de longueur 6 qui est perpendiculaire à la fois à A et à B. Et on aurait pu le faire aussi en multipliant par moins 6. Alors, ça veut dire que le vecteur qu'on obtient, ben, c'est 6 sur la norme de A fois B B qui donne donc 6 sur racine de 83 fois moins 5, moins 7, moins 3. Et ça donne moins 30 sur racine de 83, moins 42 sur racine de 83 et moins 18 sur racine de 83.
Théorème important qu'on a avec le produit vectoriel, on vous dit qu'on peut obtenir le module du produit vectoriel de A par B en effectuant la norme de A fois la norme de B fois le sinus de θ, où θ est l'angle qu'on a entre les vecteurs A et B, c'est-à-dire un angle qui est compris entre 0 degré et 180 degrés. Vous pouvez trouver dans votre manuel une démonstration de ce théorème-là à la page 325. Alors, on pourrait être tenté d'utiliser ce théorème-là pour trouver l'angle entre deux vecteurs, comme on a fait avec le produit scalaire, où on a un résultat qui est comparable à celui-là, qui nous a permis de trouver facilement θ. Sauf que je ne le vous conseille pas. Parce que si on veut si on veut trouver θ à partir de ça, il va falloir calculer un arcsin. Il faudrait calculer le arcsin de la norme du produit vectoriel sur la norme de A fois la norme de B. Et il faut se rappeler que arcsin, quand on a affaire à un angle qui est obtus, nous donne un résultat qui ne nous convient pas. Il faut faire à ce moment-là 180 degrés moins l'angle. Et ça peut arriver aussi qu'en effectuant un arcsin, on trouve un angle négatif. Alors, à cause de ça, je ne vous conseille pas d'utiliser cette partie-là, ce théorème-là, pour trouver l'angle entre deux vecteurs. Je vous suggère plutôt d'utiliser ce qu'on a vu dans les derniers cours, c'est-à-dire le produit scalaire de A par B qui est égal à la norme de A fois norme de B fois cos de θ. Par contre, si vous n'avez pas d'autre option, ben allez-y avec ça. Il vaut mieux avoir ça que rien du tout. Mais si vous avez le choix, il vaut mieux passer par le produit scalaire au lieu du produit vectoriel. Par contre, conséquence intéressante de ce théorème-là, c'est un autre théorème qui nous dit que soit A et B, deux vecteurs de R3, alors la norme de A par B est égale à l'aire du parallélogramme engendré par le vecteur A et le vecteur B. Et on va voir la démonstration de ça juste avant. Vous voyez donc le schéma d'un parallélogramme qui est engendré par les vecteurs A et B. Et il faut se rappeler que l'aire d'un parallélogramme, c'est donné par la base fois la hauteur du parallélogramme, chose que vous avez sûrement déjà vu au secondaire. La base, ben, elle correspond à la norme de B, ça c'est facile, mais la hauteur, ben, si vous regardez le schéma, vous allez voir que sin de θ, c'est égal à le côté opposé à θ sur l'hypoténuse. Donc, ça va être égal à h sur la norme du vecteur A. Et ça nous permet de déduire que la hauteur du parallélogramme, ça va être égal à la norme de A fois sin de θ. Et là, si on va remplacer ça dans la formule de l'aire du parallélogramme, ben, en sachant bien sûr que la base, c'est la norme de B et que la hauteur, c'est la norme de A fois sin de θ, ben, ça nous permet de déduire que l'aire du parallélogramme, ben, c'est égal à la norme de A fois la norme de B fois sin de θ. Et dans le théorème précédent, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu que la norme de A fois la norme de B fois sin de θ, c'était égal à la norme du produit vectoriel. Donc, c'était égal à la norme de A par B. Alors, si on veut trouver l'aire du parallélogramme engendré par A et B, il suffit de calculer la norme de A par B. Alors, voici un exemple où on vous demande de calculer l'aire du parallélogramme engendré par les deux vecteurs que vous voyez à l'écran. Alors, on a vu donc dans le théorème précédent qu'il fallait calculer la norme du produit vectoriel des vecteurs. Alors, on va commencer par calculer justement le produit vectoriel des vecteurs A et B avec notre déterminant et avec la règle de Sarus. Ça donne moins 34, 13, moins 12. Pour calculer la norme maintenant de ce vecteur-là, ben, ça nous donne la racine carrée de 1469, donc l'aire du parallélogramme est de racine de 1469 unités carrées. Cet exemple-là et le théorème précédent nous permettent de constater quelque chose, c'est que si jamais on a un produit vectoriel qui donne le vecteur 0, donc qui est de norme 0, ben ça veut dire à ce moment-là que les vecteurs A et B n'ont pas engendré de parallélogramme. Et ça veut dire à ce moment-là que s'ils n'ont pas engendré de parallélogramme, c'est que les deux vecteurs A et B étaient parallèles. Alors, le constat est le suivant. Donc, on vous dit, on sera toujours capable de trouver un résultat non nul pour la norme de A par B si le vecteur A et le vecteur B ne sont pas des vecteurs nuls, sauf si A et B sont parallèles, car à ce moment-là, il n'y aura pas de parallélogramme. Donc, on va obtenir le vecteur 0 comme résultat et une norme de 0, évidemment, pour l'aire du parallélogramme.
Conséquence directe aussi de ce dernier théorème-là, c'est qu'on a vu que l'aire du parallélogramme, c'était donné par la norme de A par B. Ben, l'aire du triangle engendré par les vecteurs A et B va être donné par 1/2 fois la norme du produit vectoriel, donc la norme de A par B. Et le dessin que vous avez actuellement à l'écran vous montre pourquoi. Hein. On voit bien que le triangle est la moitié du parallélogramme. Donc, à ce moment-là, ben, si la norme du produit vectoriel donne l'aire du parallélogramme, ben, la moitié de la norme donne l'aire du triangle. Et l'exemple est le suivant, on vous donne 3 points, P, Q et R, 3 points de l'espace, et on vous demande de calculer l'aire du triangle PQR. Alors, on va d'abord calculer notre vecteur PQ et notre vecteur PR. Ça nous prend deux vecteurs qui partent du même point, hein, donc PQ et PR. Alors, ces deux vecteurs-là ben, engendrent un triangle. Alors, en faisant le produit vectoriel PQ par PR, on trouve comme résultat le vecteur 6, 21, 30. Et pour avoir l'aire du triangle, ben, on fait la moitié de la norme du produit vectoriel. Donc, ça nous donne un résultat de racine carrée de 1377 sur 2, donc environ 18,55 unités carrées. Alors, avec ce que vous avez vu dans cette capsule, on peut maintenant compléter cet exemple dans lequel on vous demande de déterminer l'aire du pentagone dont les sommets se trouvent au point que vous voyez actuellement à votre écran. Et vous avez également une figure à la droite de l'écran qui vous indique donc à quoi ressemble cette figure, ce polygone. Alors, appuyez sur pause, essayez-le et revenez-nous quand vous serez prêt. Alors, allons-y pour la solution du problème. Premièrement, on peut voir que on peut diviser le pentagone en question en 3 triangles et on sait comment trouver l'aire des triangles avec le produit vectoriel. Donc, l'aire du pentagone va être donnée par l'aire du triangle ABE plus l'aire du triangle BCE plus l'aire du triangle CDE. Pour trouver l'aire du pentagone ABE, ben, on fait 1/2 fois la norme du produit vectoriel des vecteurs EA et EB. Remarquez que pour chaque triangle, il faut avoir des vecteurs qui partent du même point. Alors, ça c'est pour le premier triangle. Pour le deuxième triangle, ben, c'est 1/2 fois la norme du produit vectoriel de EB par EC. Et pour le troisième, ben, c'est 1/2 fois la norme du produit vectoriel du vecteur EC par ED. Voici les vecteurs EA, EB, EC et ED. Voici les résultats des calculs des différents produits vectoriels. Et l'aire du pentagone donc est donc donnée par 1/2 fois la norme des vecteurs obtenus à l'étape précédente, ce qui nous donne finalement une réponse d'environ 11,22 unités carrées. Alors, voici la liste des exercices que vous êtes maintenant en mesure de compléter. Merci de votre écoute et bon travail.